votre émission Roundup que j'ai le plaisir d'animer avec Agibou Diallo. Agibou, bonjour. Bonjour Okaya, merci de me recevoir sur le plateau comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Le premier sujet invoqué dans ce numéro de Roundup, c'est ce contrat d'armement à hauteur de 45 milliards contracté par l'État du Sénégal, ce qui a conduit M. Abbas Fall, député à l'Assemblée nationale, de mettre sur pied une commission d'enquête pour en savoir les tenants et les aboutissants, puisque aussi il faut savoir que le secret défense a été invoqué sur cette question. Oui, c'est vrai que cette semaine, on s'est réveillé avec une clameur portant sur un contrat, nous dit-on, estampillé du sceau de secret défense, mais qui s'est retrouvé sur la place publique. Je pense que tout le monde a lu, ou une bonne partie de ceux qui s'y intéressent ont lu les 9 pages du contrat qui lie l'État du Sénégal avec le petit Boubé, dont on nous dit que c'est le gendre de Ibrahim Maïra Sarré, qui a eu maille à partir avec des États comme le Nigeria ou le Niger lui-même, dont il est originaire, à propos de vente d'armes. Mais moi, je jouerai la carte de la prudence pour la seule et simple raison que Pierre Péan, dans ses 2 ouvrages, Carnage et La République des Mallettes, nous fait une petite esquisse de ce qui se passe dans le milieu de la vente des armes. Que les concurrents peuvent aussi se faire du bashing médiatique. Ça s'est passé entre Alexandre Djouri et Ziad Takieddine. Ziad Takieddine qu'on a connu dans l'affaire du financement de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Il a été un intermédiaire parce que c'était un vendeur d'armes qui a été introduit dans le milieu libyen par les ventes d'armes dont c'est le métier. Donc, moi, plus globalement, ce qui me choque aujourd'hui et qui n'a plus l'air de choquer les Sénégalais, c'est la floraison des marchés de gré à gré. Sous Wade, l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir avec Macky Sall, je vous parlais des socialistes, des communistes et autres, ils avaient un angle de tir par rapport à la bonne gouvernance qui était articulé au fait de l'encouragement systématique du passage des marchés publics de gré à gré. Alors que nous disait-on, du point de vue des règles de bonne gouvernance, que le gré à gré devait être une exception. Aujourd'hui, sous l'ère Macky Sall, c'est devenu une règle. Et ça n'a plus l'air de choquer l'opposition, la classe politique de manière générale. Donc 45 milliards sur des histoires d'armes pour doter de moyens les eaux et forêts pour qu'ils puissent protéger la faune et la flore et les cours d'eau, je ne dirais pas que c'est mauvais. Toute action tendant à clarifier l'utilisation de nos maigres ressources est la bienvenue. Sauf que cette question-là, elle est une question très, très sensible, d'autant qu'elle est articulée et liée à la question du trafic de bois, dont la Casamance aujourd'hui est la principale victime et qui peut même, à certains égards, impliquer un pays voisin, la Gambie. Donc, moi, je jouerai la carte de la prudence. Allons au fond des choses, clarifions le pourquoi du comment quant au contenu de ce contrat-là. Mais j'aimerais quand même qu'on élargisse un peu le spectre ou la palette avec tous les marchés de gré à gré. Aujourd'hui, Macky Sall a rattaché l'ARMP, l'autorité, c'est comme ça, l'autorité de régulation des marchés publics, au niveau du palais. Ça, c'est pas normal. Pour moi, ça devait être la première action que nos parlementaires devraient engager contre l'exécutif. Pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est énergie, tout ce qui est marché public, certains secteurs vitaux de notre structure économique
soient logés au palais présidentiel. Ça, c'est ça qu'il faudrait d'abord dénoncer. Ensuite, il faut clarifier cette histoire de 45 milliards. Mais moi, je jouerai d'abord la carte de la prudence. Je me méfie des manipulations parce que je sais que dans le commerce des armes, il y a un travail de lobbying qui s'appuie sur des instruments médiatiques pour peindre le concurrent ou l'autre de la pire des manières. Et aussi, la question des armes pour les États aussi, c'est une question qui relève effectivement du secret de défense. Et je ne sais pas par quelle alchimie ce contrat s'est retrouvé sur la place publique, si tant est que ce contrat-là est le véritable contrat qui lie l'État du Sénégal au Petit Bouvet. Nous restons toujours au Sénégal et cette fois-ci pour encore évoquer la troisième candidature du président Macky Sall qui se préciserait puisque une partie de la société civile vient de mettre sur pied un nouveau cadre pour lui balayer la route. On va dire c'est le M23 2011 version 2021 en Boulko Diem, Diamagun troisième mandat, parce que ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve. On retrouve Y'en a marre, Alioune de la RADDHO aujourd'hui qui est à Africa Jom Center. C'est dire le recul que nous sommes en train de vivre. Et comme le disait le philosophe américain George Santayana, ceux qui ont tendance à oublier ce qu'ils ont vécu sont condamnés à revivre ce qu'ils ont oublié. C'est dire aussi que l'élite politique de manière générale est une élite, on va dire, sclérosée, totalement ankylosée et qui est dépassée par les combats qu'il prétend engager. En ce sens que si nous avions tiré les leçons de ce qui s'est passé par rapport à la première alternance ratée, la seconde alternance ne nous aurait pas, en fin de cycle, retourné dans les mêmes travers que la première alternance ratée. Et donc, Alioune Tine, Thiat, enfin, je ne veux pas personnaliser, mais Y'en a marre, toutes ces bonnes personnes-là aussi doivent faire leur examen de conscience. Le combat, pour moi, quand les acquis démocratiques aujourd'hui sont devenus effectifs, il faut travailler à les consolider, non pas en faisant aveuglément confiance à celui avec qui on a cheminé pour les conquérir, mais plutôt en se battant pour mettre les garde-fous. Quels sont les garde-fous que nous avons mis? Nous avons adopté des modifications constitutionnelles en 2016 pour consacrer, par exemple, des pouvoirs aux partis politiques, des pouvoirs constitutionnels, pour réorganiser la vie des partis politiques, y compris sur la question des financements, y compris sur l'institutionnalisation du chef de l'opposition. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quels sont les rapports de force que nous avons engagés dans le dialogue politique pour pousser la majorité et Macky Sall à les respecter et à avancer sur ces questions-là? Chacun est resté dans son coin à s'affairer de ces manœuvres politiciennes et laissant le temps d'attendre justement qu'on en arrive à des velléités de la part de Macky Sall à vouloir conquérir illégalement ou concourir illégalement à une troisième candidature. Donc cet attentisme-là aussi, cette posture attentiste de la part de la société civile, pour moi aussi, est tout aussi coupable que les velléités et le machiavélisme de Macky Sall. Donc je les mets tous, moi, dos à dos. Et c'est assez révélateur du prototype de politicien, d'homme de la société civile que nous avons, en mon sens, qui est devenu évanescent par rapport aux exigences de l'heure. Donc, Macky Sall, tout le monde sait son côté fourbe. Tout le monde sait à quel point il est machiavélique. Et rien qu'à l'idée d'avoir renoncé à réduire son mandat de 7 à 5 ans en s'appuyant sur un avis du Conseil constitutionnel qui n'était pas exécutoire et obligatoire, devait donner une idée à cette société civile-là
de l'exigence et de la nécessité à maintenant engager un rapport de force de manière à ce que les nouvelles dispositions constitutionnelles qui ont été adoptées et qui devaient profiter aux partis politiques et à l'opposition soient mises en œuvre de la même manière que Macky Sall s'est hâté à mettre en place le Haut Conseil des territoires HCCT qui relève de ces mêmes dispositions constitutionnelles pour satisfaire, par exemple, un allié, le feu Ousmane Tanor Dieng. Donc, l'opposition et la société civile, de manière générale, sont restés attentistes et ils se sont dit, en mon sens, que puisque le peuple ils se sont aliénés le soutien du peuple en 2011-2012 pour faire barrage à Abdoulaye Wade dans sa volonté de briguer un troisième mandat, c'est le même scénario qu'on lui imposera avec des morts. Donc aujourd'hui encore, ils vont demander à des enfants d'aller au casse-pipe pour que Macky Sall ne puisse pas obtenir son troisième mandat, alors que s'ils étaient proactifs, s'ils étaient anticipatifs et s'ils étaient vraiment de vrais praticiens de la fonction de la société civile dans les interactions qu'ils entretiennent avec l'espace politique, en mon sens, il y a longtemps que cette question-là aurait dû être réglée de manière très intelligente et scientifique. Mais malheureusement, bon, c'est des agitateurs, tout comme Macky Sall est un nerlu-berlu à la tête du pays. Donc on verra quel est le résultat auquel tout ça nous mènera. Mais je ne pense pas que l'histoire se répète. Je n'y crois pas. Voilà. Aristote disait que c'est l'histoire bégayée, mais il n'est pas dit qu'elle va toujours se répéter. Revenons en France pour évoquer le dernier sujet de cette émission. C'est le 49.3 qui a été utilisé à 3 reprises dernièrement. Va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée nationale française? Oui, c'est une question qui vaut tout son pesant d'or, puisque là, la Macronie, dans son agonie, et excusez, ce n'est pas un jeu de mots, n'a plus d'autre choix que de faire des passages en force 49.3. On pensait que Manuel Valls avait dépassé, comment dirais-je, le record de l'usage de cet article-là, mais il faut bien croire que nous sommes partis pour voir une autre personne, en l'occurrence Elisabeth Borne, le dépasser. Et il y a un risque, effectivement, que l'opposition, et surtout que avant-hier, c'est mercredi que le troisième 49.3 a été invoqué et appliqué à la faveur du vote sur le budget de la sécurité sociale. En dépit de 1100 et quelques amendements venant de l'opposition, bon, la Première ministre nous dit que sur les 53 qu'ils ont triés, il fallait maintenant essayer de prendre en compte 9 amendements par rapport à la loi, mais ils allaient l'adopter en procédure constitutionnelle en s'appuyant sur le 49.3. Maintenant, j'ai ouï dire que la NUPES et le Rassemblement national, pour une fois, allaient s'entendre sur une motion de censure. Et si la motion de censure passe, il va sans dire que le gouvernement va être démis. Et Macron, à ce moment-là, il a aujourd'hui la latitude de faire valoir son droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Mais tout ça, nonobstant le fait que c'est assez révélateur du fait que la Ve République est arrivée à bout de souffle. C'est-à-dire cette monarchie présidentielle aujourd'hui n'est plus en phase avec l'évolution du système démocratique, l'évolution des exigences démocratiques et citoyennes du peuple français. Et c'est pour ça que un homme comme Jean-Luc Mélenchon, mais bien avant lui, Pierre-Emmanuel Ly, Vincent Payon, Arnaud de Montebourg, à l'époque, quand ils étaient au Parti socialiste, où ils avaient mis en place le nouveau courant du Parti socialiste, c'était les premiers dans les années 98,
2000 à avoir imaginé aujourd'hui la possibilité d'un basculement vers la sixième République. Et ça, ce n'était pas simplement un caprice ou une vue d'esprit d'intellectuel complètement au perché, mais au contraire, c'est au regard aujourd'hui de la pratique institutionnelle et des limites. Parce que il faut qu'à un moment donné, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne puisse être mis en œuvre. Quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des mouvements qui sont sortis de nulle part et qui ont été portés par le peuple et sans leadership, mais qui fédéraient les gens autour des questions vitales comme le pouvoir d'achat, l'inflation, la cherté de la vie, et puis le caractère dirigiste des élus du plus faible échelon, c'est-à-dire de la mairie, jusqu'à la présidence, en passant par les conseils départementaux, conseils régionaux, et j'en passe. Donc, il y a aujourd'hui une exigence de contrôle de la part des citoyens qui ne font plus simplement confiance au mandat, mais ils voudraient, à partir de cette délégation de pouvoir, aménager des espaces de contrôle et d'interaction pour co-construire collectivement les lois et porter collectivement aussi les projets de transformation. Donc c'est ça la philosophie qu'il y a derrière la sixième République. Et cette dissolution qui se susurre ça et là, si par miracle elle advenait, il va sans dire que si la tradition se maintient, bien sûr, parce que tous ceux qui ont dissous, pardon, les parlements de Mitterrand à Chirac, qui en était le dernier, comment je pourrais dire, à avoir eu recours à cela en 1997, ils ont perdu totalement la majorité, ils ont perdu totalement le pouvoir. Ils ont été... Pour Mitterrand, il avait eu une majorité relative. Et c'est pour ça qu'il avait fait d'ailleurs appel à son pire adversaire au sein du Parti socialiste, Michel Rocard, en 90. Pour Mitterrand en 97, pour Chirac, autant pour moi, en 97, il avait totalement perdu la majorité et ça avait permis à la gauche de revenir et d'avoir à la tête un certain Lionel Jospin, dont le mandat a été l'un des mandats, d'un point de vue économique et social, les plus stables. Donc Macron, s'il prend le risque aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale, il va certainement s'exposer à une cohabitation avec l'extrême droite, puisque il a pratiquement déblayé le terrain, il a, comment dirais-je, comme mis en jachère la terre de manière à ce que l'ensemencement de l'extrême droite au niveau du pouvoir aujourd'hui n'est plus une question qui heurte les consciences ou qui dérange. Il a préparé les consciences à devoir composer avec une éventualité d'un pouvoir d'extrême droite, d'autant que l'ambiance générale aujourd'hui au niveau de l'Union européenne aussi y est favorable quand on voit ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Autriche, même en Allemagne, il y a une montée de l'extrême droite, des courants populistes, comme on le dit de manière très soft. Donc la France ne pourrait peut-être pas échapper à cette règle-là si on venait à dissoudre l'Assemblée nationale. Merci à Guibou pour ces éclairages. On donne rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine. Oui, merci. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de la Célix pour faire part de mon opinion, de ma lecture par rapport aux données politiques. On essaye de s'inscrire un peu dans la philosophie de Schopenhauer, c'est-à-dire exprimer sa raison plus par ce qu'il thèse que par ce qu'il dit.